Merci à tous, merci de votre présence. Alors, je vais définir guerre hybride. Je pense que ça ne correspond pas véritablement au sujet de mon intervention. Ça a été par facilité que j'ai proposé ce terme, qui est aujourd'hui beaucoup usité. Je parlerai pour le cas de l'Arménie plutôt d'une guerre cognitive que j'ai pu observer suite aux 2 semaines que j'ai passées sur place après le... Merci, c'est parfait. Pas tout de suite, pardon, parce que c'est assez... Ouais, bon, je vous en prie. J'ai passé donc, après le 27 septembre 2020, 44 jours de combat dans la zone, 2 semaines pour comprendre ce qui s'était passé dans cette enclave. Je me permets avant de commencer que je ne me suis attachée aucunement aux considérations juridiques, historiques extrêmement complexes du Haut-Karabakh, mais simplement aux droits humains et à une analyse médiatique qui, il me semble, dans le grand basculement auquel nous assistons aujourd'hui, avec une flambée de violence et un dégel de plusieurs conflits en cours, nous permettent de comprendre et de nous interroger sur les formes de violence auxquelles nous pourrons être confrontés aussi bien en temps de guerre, mais également en temps d'émeute ou de guerre civile. En ce sens, ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh de 2020 à 2023 est extrêmement instructif. Nous parlons énormément de guerre de l'information actuellement. Eh bien, cette guerre de l'information dans le Haut-Karabakh n'aura pas eu lieu, parce qu'il n'y aura pas eu d'image. C'est une des premières guerres qui n'a pas été traitée jusqu'en début 2023, parce que certaines personnalités politiques s'y sont rendues, n'a pas été traitée dans les JT ou les médias mainstream. On a certaines radios ou journalistes de presse écrite qui en ont parlé, mais nous n'avons pas été abreuvés, et il n'y a là aucune critique, hein, c'est le fonctionnement médiatique, donc il faut, je l'analyse de façon froide et distanciée. Nous n'avons pas été, pour la guerre dans le Haut-Karabakh, abreuvés d'images, comme c'est souvent le cas depuis l'apparition de ces chaînes en continu. Et ça, c'est une première. C'est une première. Pourquoi c'est une première? Parce que ce dont je vais vous parler, et en guise d'introduction et pour la terminer, je vais vous montrer quelques extraits qui sont extrêmement difficiles, voire intenables à regarder. Donc, pour ceux qui ont des difficultés à voir des images dures, je vous invite à tourner la tête. Mais c'est nécessaire pour comprendre le type de guerre auquel nous pourrons être confrontés, cette fameuse guerre cognitive que je vais vous présenter et que je suis en train, non pas comme un chercheur universitaire, mais presque, de théoriser. Pardon? Voilà. Donc, je vais tâcher d'être rapide. Les 4 points de mon intervention seront très simples. Une sous-médiatisation, donc en fait une guerre de l'information qui n'a pas existé. C'est une première. On voit bien qu'avec l'Ukraine et le conflit au Proche-Orient, la guerre de l'information a toujours été de fait présente, mais là, bat son plein avec les réseaux sociaux, la difficulté de démêler le vrai du faux et une utilisation extrêmement bien ficelée aujourd'hui de montage, d'intelligence artificielle, etc., qui participent d'une complexité pour démêler la fake news du fait. Ça n'aura pas eu lieu pour le Haut-Karabakh de 2020 à 2023. Il s'est joué, alors encore une fois, hein, en toute impartialité, parce que comme vous le savez, tous ici autour de la table, les guerres sont par définition barbares, et chacune de 91 à 2023, chaque camp, parce que quand on se bat, on commet des crimes de guerre, et d'ailleurs la guerre est par définition un crime de guerre. Bon, il n'y a pas de guerre propre. Donc là, ce que dans le deuxième point, j'expose, c'est l'horreur du huis clos. Le huis clos étant cette enclave de 120 000 habitants du Haut-Karabakh.
Je continuerai ensuite par quelque chose qui est assez neuf à mes yeux et qui est dû au grand basculement du monde auquel nous assistons depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine qui a rebattu des cartes qui étaient certes présentes mais qui a accéléré le grand basculement et la perturbation des alliances auxquelles nous assistons. Il est difficile pour tout le monde d'y voir clair. Je pense que le brouillard est général. Ce qui a permis, pendant ces 3 années, de 2020 à 2023, une stagnation à minima politique et diplomatique, avec ce que l'on sait depuis septembre 2023, 120 000 personnes après un corridor de Latchine bloqué et la difficulté de nourrir une population, 120 000 personnes qui ont quitté, dans un quasi-silence médiatique, la zone du Haut-Karabakh. Je terminerai par le concept que je suis en train d'étudier et je vous demanderai de faire preuve d'une certaine tolérance parce que c'est tout neuf pour moi et je me pose encore beaucoup de questions. Il s'agit pour moi de comprendre une guerre d'un nouveau genre qui est une forme de terrorisme cognitif au sein même des guerres à travers des huis clos qui sortent du champ de la guerre informationnelle versus guerre de l'info. Pourquoi je vous dis tout ça? Pardonnez-moi si ce n'est pas clair, je vous invite à me demander des éclaircissements en direct pour qu'on puisse tous suivre. N'hésitez pas à me couper la parole. Pourquoi je vous dis ça? C'est la première fois, à ma connaissance, donc peut-être que certains conflits se rapprochent de ce qui s'est passé. C'est la première fois que des vidéos ont été utilisés et filmés en direct d'atrocités et ont été mis en ligne auprès des familles pour déstabiliser l'enclave. Donc c'est joué là, évidemment, une guerre traditionnelle, entre guillemets, artillerie. L'arrivée des drones a été le petit plus qui a déstabilisé l'armée du Haut-Karabakh. Mais c'est joué également en parallèle à la guerre dite classique, la guerre psychologique, la guerre cognitive, avec le souhait de semer une forme de terreur à travers de nombreuses vidéos que j'ai récupérées lors de mon incursion dans la zone et qui ont été validées par les ombudsman aussi bien de l'Arménie que du Haut-Karabakh et par l'ambassade arménienne en France. Ces pièces ont été authentifiées et déposées à l'ONU, donc il n'y a aucune fake news et elles sont tout à fait crédibles et on peut se reposer dessus pour poser une analyse. Donc ces images, et je vais vous montrer les plus acceptables et les moins barbares, ont été envoyées en direct aux familles et sur des chaînes Telegram destinées aux soldats. Ce qui a semé, évidemment, une peur incontrôlée, incontrôlable. Ces vidéos, je vais vous les résumer et je ne vous les montrerai pas. Elles sont de plusieurs ordres, mais les 3 points les plus sensibles ont été des égorgements de civils et de militaires vivants, filmés où on posait les têtes sur des porcs, ont été des tortures de civils dans la zone où on a coupé les oreilles et le nez. Pour ceux qui connaissent bien les guerres, c'est relativement classique, pardonnez-moi, c'est barbare, mais c'est le réel de la guerre, la torture. Et nous avons assisté à des images qui ont repris, et ça pour les chercheurs c'est très intéressant, l'imagination et l'imagerie collective des guerres les plus signifiantes visuellement. Je pense notamment à la Shoah, avec des charniers qui ont été déterrés avec des tractopelles et des corps donc très nus qui ont été balancés à même le sol. Encore une fois, je vous assure de toute mon impartialité dans la présentation de ces faits, mais c'est un point intéressant qu'il faut que l'on se pose. Ce nouveau type de guerre, quand la guerre de l'information n'est pas possible, comment aujourd'hui se sème la terreur à travers la guerre cognitive et l'envoi d'images insoutenables et insupportables aux proches, à l'armée
et à la population civile. Là, elles n'ont pas fuité en France. Je me suis renseignée dans le Caucase, elles ont fuité, personne n'était étonné. En France, ça n'a pas été le cas. Nous avons eu une barrière numérique. Je ne sais pas ce que cela pourrait donner si nous avons dans les années à venir des insurrections d'une quelconque nature. Avant de continuer, j'aimerais donc peut-être vous montrer quelques images et j'invite encore une fois les âmes sensibles, voilà, fermez les yeux, je suis navrée, c'est des images qui ne sont pas agréables à regarder, mais ça fait partie de mon travail et il me semble important de comprendre aujourd'hui comment une nouvelle guerre qui est extrêmement déroutante peut faire face, aussi bien dans le champ de la recherche de militaires que la criminalité, que le terrorisme et les bandes organisées. Donc, cette guerre psychologique, c'est joué en huis clos, comme je vous l'ai dit. Toutes ces images, ne me demandez pas comment ça s'est passé, je n'ai pas eu le temps de chercher. Elles ont été envoyées aux familles. Vous imaginez le stress pendant 44 jours de voir vos enfants, ou d'imaginer, hein, la force de l'imagination, vous le savez, est parfois pire que le réel. Imaginez les tortures auxquelles ils peuvent faire l'objet. Nous avons ensuite assisté à la fermeture au blocus du corridor de la Chine, ce qui dans le droit international pose question. Nous rentrons, et ça dans le grand basculement du monde que je me suis autorisée à présenter en termes d'introduction, dans cette critique que nous font une partie du monde, de deux poids, deux mesures. Je reviens, d'où ma voix, j'ai pris froid dans l'avion avec la climatisation qui est souvent mal réglée. Je reviens de Dakar, ça a été extrêmement instructif, je me suis rendu compte, évidemment je le savais déjà, mais là ça a été dit par l'ensemble des rédacteurs chefs du continent africain que j'ai fréquenté. Les guerres qui nous importent, qui nous incombent et qui nous font réfléchir ne sont absolument pas pensées ailleurs dans le monde. Ni celle du Haut-Karabakh, ni celle d'Ukraine. Nous ne voyons pas le monde de la même manière. Je vous invite à revoir Gourdeau-Montagne, à relire en tout cas ses écrits. C'est très instructif de se repositionner dans la multiplicité des points de vue pour comprendre comment le monde est apprécié, que l'on soit au nord, à l'est, au sud, à l'ouest. C'est important. Par ailleurs, cette nouvelle guerre hybride cognitive joue sur des processus qui sont extrêmement forts, appuyés par cela également par la publicité. Il y a Daesh qui est passé par là, qui avait déjà fait un grand travail de mise en scène. Donc on a joué sur les émotions, on a joué sur la peur, cela a généré des rumeurs de guerre pendant 44 jours. Le pire a été raconté et ça a pu déstabiliser les bataillons militaires. Donc vous voyez, il faut s'interroger, ce qui doit d'ailleurs également se passer dans les tranchées aussi bien ukrainiennes que russes ou à Gaza. Il faut prendre conscience aujourd'hui que ces guerres dites hybrides sont avant tout cognitives. Elles font appel à un processus qui me semble très intéressant, qui sont des guerres dites sectorielles dans le sens où elles visent une branche d'individus pour déstabiliser uniquement ces individus. Comme je vous l'ai dit, ces images, vous ne les avez pas vues, je vais m'autoriser à vous les montrer. Le but n'était pas qu'elles fassent le tour du monde, mais qu'elles déstabilisent l'enclave. 120 000 habitants. Donc là, c'est sectoriel. Donc, on a plusieurs axes de recherche qui sont assez intéressants, et notamment la définition du terrorisme de guerre au niveau sectoriel, qui doit être touché, pourquoi, quand, comment. Je pense que, vu le monde 2024, nous permettra de nous interroger à travers de nombreux conflits qui sont en train de se dégeler sous nos yeux à ces questions qui émergent.
Je parle un peu vite et j'ai la voix un peu cassée. Y a-t-il des questions avant que je passe à des extraits? Vous commencez après les questions. Très bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Vous m'autorisez à montrer des images? Je vous en prie. Si vous êtes autorisé. Je suis autorisée. Mais je vous demande votre accord. Comment on pourra discuter sur des images qu'on n'aura pas regardées? Moi, je ne supporte pas la violence, donc je ne vais pas regarder. Alors, j'aimerais savoir d'avance, ces images ont été prises dans quel pays? Vous étiez en Arménie quand vous avez pris ces photos? J'étais à Stepanakert. C'est pas mes images, hein. C'est des images Non, qui ont mais été... oui, mais il y a des images de l'autre côté. Moi, j'avais été, Oui. on m'a montré de côté azerbaïdjanais les massacres faits par les Arméniens. J'ai pas supporté non Mais plus oui, de les madame, regarder. je pense que c'est international. Je me suis d'ailleurs, je vous ai cité l'Ukraine, Gaza, oui. Je ne juge, je ne prends pas parti. Vous voyez, c'est très court, mais ça vous donne une idée. J'ai 500 vidéos de cette... Je ne suis pas là pour créer une polémique. Hein. La guerre, je reviens sur mon introduction, la guerre c'est une tragédie, la guerre c'est violent partout dans le monde. On le voit en Ukraine, on le voit à Gaza. Omettre ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh ou en Azerbaïdjan en 91, c'est faire preuve de partialité. Ce n'est pas mon objectif. Alors ces questions, j'arrêterai là, j'en avais 2 autres, mais je vois que les réactions sont difficiles et je le comprends. Croyez-moi, c'est très difficile pour moi aussi de voir ces images et je dors très mal. Les questions en conclusion qu'on peut se poser pour ouvrir le débat, je ne reviendrai pas sur l'histoire de la zone, elle a été très bien explicitée, sur les accords que nous devons mettre en place et les pardons que nous devons mettre en place et les dialogues que nous devons mettre en place. C'est une question aussi de paix générale qu'il faudra à un moment donné se poser. Hein. L'horreur n'empêche pas de penser l'après. Moi, ce que j'invite à penser, c'est aujourd'hui, nous sommes, je pense, assez nombreux à imaginer des conflits de haute intensité d'ici 2030. La capacité de résilience des sociétés, il faudra y réfléchir. Ce que vous avez vu là, c'est le réel. La guerre de l'information versus la guerre cognitive, il faudra s'y habituer. Il faudra ouvrir des champs de recherche. S'interroger sur la réception de la violence et notre seuil de tolérance. Et se méfier du 2 poids 2 mesures qui risque de nous revenir à un moment ou à un autre à la figure. Merci. Merci.